Auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV au numéro 254 du bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 4e audience du tribunal de l'actualité. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. Juge Bougma, bonjour. Bonjour, président Kaboré. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Juge Vaha, bonjour à vous également. Bonjour, président Kaboré. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Pour cette 4e convocation de la semaine, 2 sujets ont été retenus pour vous. En première partie d'émission, il sera question des changements intervenus à la tête de certaines entités des forces armées nationales. Et en seconde partie d'émission, il sera question de la situation sécuritaire avec l'offensive des forces armées maliennes au nord vers Kidal. Et sur ce, je convoque à présent les avant-propos. Alors, juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Alors, merci. Ce qui retient notre attention, c'est l'homologation par l'OMS du vaccin contre le paludisme, donc destiné surtout aux enfants de moins de 5 ans, parce que c'est l'une des couches qui est également sérieusement frappée par le paludisme. Donc c'est une initiative de vaccin portée par des chercheurs burkinabés en association avec d'autres effectivement qui ont dit que c'est efficace à près de 70%. Donc ça réjouit l'univers de la recherche, ça réjouit également tous ceux qui interviennent dans la chaîne de la prise en charge du paludisme, les parents et tout. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle parce que déjà le Burkina Faso avait déjà donné d'ailleurs son feu vert pour l'administration effectivement de ce vaccin-là, produit en Anoro. Et donc il y a 3 pays qui vont être concernés par cette phase, c'est le Burkina, le Nigeria et le Ghana qui avaient déjà aussi autorisé son utilisation. Donc je dis c'est un pas en avant. Quoi qu'il en soit, c'est la preuve également que si nous nous concentrons, nous pouvons aussi proposer au monde des solutions. Et donc bravo à toute l'équipe de la recherche et vivement également que nous puissions trouver d'autres solutions propres à nous-mêmes, naturellement avec la collaboration des autres, parce qu'on ne vit pas aussi en vase clos pour pouvoir contribuer à régler des problèmes. Donc le paludisme sévit en Afrique, donc il appartient naturellement aux Africains eux-mêmes de lutter et de chercher des solutions à ces pathologies-là. On a vu, quand on a vu Covid, la rapidité avec laquelle le vaccin était sorti, il y a eu beaucoup de critiques, des Africains qui disent oui, le palud tue plus que. Bon, vos enjeux ne sont pas forcément mes enjeux, vos défis ne sont pas forcément mes défis. Donc à chacun d'assumer ses défis, à chacun d'assumer ses enjeux. Donc ce que j'avais comme avant-propos. Encore courage à toute l'équipe et vivement d'autres trouvailles. Alors, juge Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation? Merci, président. Nous sommes en pleine rentrée et ce qui retient mon attention, c'est les dénonciations nombreuses pour ce qui est de l'augmentation des frais de scolarité et au détour de la rencontre de l'atelier sur la validation des guides pédagogiques du manuel d'allemand de la classe de terminale A, et puis je pense aussi ceux d'anglais des classes de 4e et 3e. Le ministre Joseph Ouedraogo a été donc interpellé et il a été clair sur le sujet. Il y a une seule chose à faire, c'est sensibiliser. Et puis compter sur la responsabilité justement de ces établissements privés-là. Parce que, dit-il, il y a aussi dans l'éducation un caractère social. Et donc il faut tenir compte de cela. Mais en même temps, il met quelque chose sur la table. Il dit les offres sont plurielles. C'est-à-dire que pour la même formation dispensée, pour le même niveau, vous avez des offres qui varient en termes de coûts. Donc on a l'impression plutôt que les parents sont enclins à envoyer là où c'est plus cher parce qu'ils sont convaincus que c'est le gage de qualité. Alors que on peut se tromper aussi là-dessus. Et ça aussi c'est un fait. Mais c'est quand même aussi dommage qu'on ait un État qui soit impuissant sur ce chapitre-là. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Je pense que c'est important. C'est vrai qu'il y a des établissements qui ont des caractères très spécifiques qui, en plus de ce qui est demandé à des niveaux bien précis, pour ce qui est des curricula, ajoutent certains éléments. Et ça, peut-être
parce qu'on prépare les enfants à aller à l'extérieur ou des choses comme ça. Ça, c'est des éléments qu'on peut comprendre. Maintenant, pour ceux qui ont le même, on va dire les mêmes canevas que les nôtres. Maintenant, si on peut regarder la question des standings et autres, bon, je ne sais pas, mais il faut trouver une formule. Il faut bien trouver une formule. Sinon, si c'est à qui va, ça va être vraiment compliqué. Et on connaît comment les choses fonctionnent, c'est que le nivellement se fait toujours par le haut. Et vous savez, quand le voisin augmente, tous les voisins augmentent, vous êtes à l'aise pour augmenter. Ça devient même logique pour vous. Donc, on peut aller à des prix qui vont vraiment flamber et on ne peut pas dire qu'on va seulement sensibiliser. Il y a peut-être quelque chose à faire, il y a une réflexion à mener. Et ça, c'est vraiment ma conviction. Pour les auditeurs qui nous prennent en marche sur la radio Watt FM, vous êtes bien à la 4e convocation du tribunal de l'actualité, une semaine après l'arrestation de 4 officiers pour tentative de déstabilisation. Plusieurs changements ont touché la hiérarchie des forces armées nationales. Au sein de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major n'échappe pas à ces changements. Juge Vaha, les événements des 26 et 27 septembre dernier ont-ils eu raison de cette hiérarchie-là? Je pense que à l'interview du président, c'était le vendredi, je ne sais plus la date, il y a Ismaël Ouedraogo qui lui posait la question sur les incidences que peuvent avoir les choses, notamment sur la gendarmerie. Et ce qui se disait, il a dit non, la gendarmerie c'est un corps qui est correct et il n'y a rien à y voir. Maintenant, quand on regarde aussi les personnes qui ont été interpellées dans ce cadre-là, la liste, pour ce qui est de ceux qui émanent de la gendarmerie, elle pèse. Donc, ça veut dire qu'il y a comme je ne dirais pas un problème, mais il y a comme quelque chose de dérangeant. Maintenant, si cela arrive, parce qu'en la matière, il y a beaucoup de questions qui peuvent venir. Si c'est vos hommes, si c'est des gens qui sont à un certain niveau, est-ce que le chef n'est pas au courant? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent... Parce que même la question des responsabilités n'est pas forcément active. Elle peut être passive parce qu'on estime que vous auriez dû savoir, mais vous auriez dû gérer, mais vous auriez dû faire ceci, vous auriez dû faire cela. Ça veut dire que vous n'êtes pas lié. Mais on se dit, vous devrez avoir une bonne oreille, vous devez avoir un bon enseignement en votre sein, vous devrez savoir un certain nombre d'éléments. Donc, on peut tirer les conséquences de ces réalités-là. Donc, est-ce que c'est lié? Ça sera difficile que cela n'ait pas eu, n'ait pas pesé dans la volonté de vouloir faire ce genre de changement qu'on a vu aujourd'hui. Et puis, je pense que ça coulait un peu de source. Quand on a commencé à voir les éléments qui ont été donnés, on s'est dit, mais oula, c'est que ça risque de bousculer un peu à la gendarmerie. Et ça, c'est pas forcément une surprise. D'accord. Alors, juge Bougma, juge va planter le décor. Sommes-nous en train d'assister aux conséquences des événements des 26 et 27 septembre dernier? Bon, en tout cas, ça va être difficile de ne pas faire le lien. Il faut être réaliste. Naturellement, il y a un lien direct. Il y a un lien direct avec les événements, comme Juge Vaha l'a dit. Le chef de l'État avait donné le ton. Il a dit d'ailleurs maintenant c'est zéro tolérance pour les fauteurs de troubles. Certainement, il savait de quoi il parlait. Et par la suite, on a vu également, on a suivi l'audio de la rencontre qui a fuité, donc de la rencontre entre le désormais ancien chef d'état-major général des armées, Evrard Sonda, et ses hommes et les chefs. Et donc, la rencontre avait un lien direct également avec les récents événements qui ont eu lieu au Burkina et qui ont conduit à l'arrestation de certains officiers, y compris des gendarmes. Donc, il y a naturellement un lien direct. Et quand l'audio a fuité, 2 lectures avaient été faites. Evrard livré à ses hommes, présenté comme quelqu'un qui a plus ou moins trahi la cause en fonction de ce qu'il avance. Mais de l'autre côté, des gens disent également qu'il a également engagé un bras de fer contre le régime en disant qu'on ne rentre pas à Paspanga, on ne s'en prend pas à Paspanga et puis ressortir indemne. Parce que ça sonnait comme de la menace. Donc, quoi qu'il en soit, il y a un lien avec les événements. Avant cela aussi, il y avait eu l'arrestation d'un homme d'affaires présenté comme proche du lieutenant-colonel Evrard. Donc, naturellement, il y a un lien. Et regardez les nominations
qui sont sortis. C'est pratiquement au moment où on débarquait Evrad. En même temps, il y a des changements qui sont opérés au niveau du dispositif et il y a des gens qui sont en même temps suspendus au niveau du dispositif. Donc, il y a un lien direct. Il y a un lien direct. Reste à savoir jusqu'où maintenant la réplique de ces événements-là va nous amener. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres arrestations, interpellations, ce que certains appellent enlèvement? Parce que si ça n'a pas respecté la procédure, naturellement, ça s'apparente. C'est un enlèvement, il faut dire clairement les choses. Parce que sur le plan juridique, il y a des entités et des hommes qui sont qualifiés pour le faire. En dehors de ce cadre, c'est un enlèvement. Donc, est-ce qu'on va assister à ça? Et après, comment est-ce qu'on normalise cela? Bon. Donc, tout ça reste à voir. Mais il y a clairement qu'il y a un lien entre ce qui a été, entre ce que nous voyons, donc les événements dont vous avez évoqué en introduction. Le juge va le rappeler, pourtant le chef de l'État, lors de l'entretien accordé à la presse nationale, a pourtant assuré qu'il n'allait pas toucher la gendarmerie. Non, il n'a pas dit qu'il ne va pas toucher, il a dit qu'il ne va pas dissoudre. Bon, il n'a même pas prononcé le mot dissolution. C'est parce que, pour dire vrai, je suis resté sur ma soif ou sur ma faim par rapport à la réponse qui a été donnée. Même face au fait que les journalistes l'aient acculé, il a dit chez des gens qui racontent, c'est des montages. Mais il n'a pas dit je ne vais pas dissoudre ou je vais dissoudre la gendarmerie. Ça n'a pas été dit. Il a seulement dit ces gens qui font feu de tout bois, qui font de la manipulation, voilà. Mais il laisse entendre qu'il ne va pas le faire. Mais il n'a pas dit qu'il ne va pas le faire. Laisser entendre que je ne vais pas le faire ne signifie pas forcément. Parce que pendant que vous parlez, le choix des mots et l'intention que vous voulez que les gens retiennent, c'est vous seul qui savez. Alors que quand le chef s'adresse aux gens, le discours clair-obscur, en principe, n'a pas droit de citer. Sauf s'il y a un motif réel de pouvoir le faire. Et en général, les militaires sont réputés être très précis et très clairs dans leur façon de faire. Pour quelqu'un qui comme on appelle ça, qui parle de façon mesurée, et pour une question aussi sensible que la dissolution de la gendarmerie et ou sa fusion avec la police, qui du reste est un vieux projet. La tentative... Ça ne date pas de maintenant. Oui, non, ça ne date pas de maintenant. C'est un vieux débat. C'est-à-dire que prendre la gendarmerie, fusionner la gendarmerie avec la police, j'ai dit que ça ne date pas d'aujourd'hui. Même sous le président Roch-Marc Christian Kaboré, le débat est revenu encore sur la table. Le débat est revenu sur la table par rapport à cela. Donc, il y a eu des réflexions qui ont été menées. Nous avons reçu ici certains éléments de la police qui l'ont évoqué à demi-mot, mais qui disent que c'est toujours en discussion. Ce sont les gendarmes qui en parlent moins. D'ailleurs, vous allez remarquer que compte tenu de la cécité de leur corps, un gendarme sur un plateau d'émission, c'est très rare. La police même, c'est rare, c'est par le truchement du syndicat ou d'autres choses. Donc, en réalité, ici, il n'a pas dit que ça ne va pas l'être. Il a laissé percevoir qu'il ne va pas le faire. Mais est-ce qu'il va réellement le faire? Parce que les raisons qui vont faire que je ne vais pas faire aujourd'hui vont être différentes des raisons de la seconde d'après. Il dit oui, moi j'avais dit, mais au regard des derniers développements et au regard des nouveaux défis, et puis c'est plié. Donc, moi je n'ai franchement pas entendu de façon officielle le chef de l'État dire que ça ne va pas se faire. Il a dit c'est des gens qui font de la manipulation. Maintenant, quand vous dites qu'il a dit qu'il ne va pas toucher à la gendarmerie, non. En fonction, même s'il ne va pas dissoudre le corps, en fonction de ma vision, de mes objectifs et de ce que je veux comme profil ou homme pour conduire la mission, je peux changer le dispositif. Ça ne veut pas dire que maintenant s'il faut dire toucher dans le sens de dissoudre, oui, mais si c'est toucher dans le sens de l'amélioration de la performance, il peut toucher. Et donc les changements qui ont été opérés, c'est au sein de la gendarmerie, et des gendarmes ont été, comme on appelle ça, changés de poste, ont été promus. Aux premières heures d'ailleurs, il y en a qui avaient dit non, les premières minutes, que c'était un militaire qui vient à la gendarmerie quand ils ont vu des forces armées nationales. C'est plus tard que quand les photos ont commencé à sortir et son curriculum vitae est sorti que les gens ont su que c'est un gendarme, c'est l'appellation élément des forces armées nationales. Donc dire que je ne vais pas toucher à la gendarmerie, il ne faut pas comprendre par je ne vais pas changer le dispositif. Non, puisque j'ai des missions à atteindre, j'ai des objectifs à atteindre et vous pouvez être bien, mais vous ne répondez pas au profil que moi je veux pour ma mission actuellement. Et je change le dispositif et il en a bien le droit. La preuve, Evrad a remplacé quelqu'un
quelqu'un, ceux également qui ont remplacé, ceux qui ont été promus aussi ont remplacé des gens, et ainsi va la vie. Peut-être que dans 6 mois, le même qui est arrivé comme chef d'état-major général des armées, en fonction des défis à atteindre, on peut le changer. Donc, en fait, de mon point de vue, le changement dans une entreprise ou dans une institution n'est pas un problème. C'est la performance que nous voulons, c'est tout. D'accord. Justement, en termes de changement, le lieutenant-colonel Evrard Somda, qui est débarqué de l'état-major général de la gendarmerie, est-ce une surprise pour vous, juge Varin? C'est des choix et qui sont lourds. Parce que depuis le dernier remaniement ministériel, le mot était un peu sur toutes les lèvres. Et puis, c'est pas que le mot était sur toutes les lèvres. Des bruits de couloir, il y a eu des tentatives déjà de le remplacer, mais qui à la dernière minute n'a pas été fait. Je dis encore des bruits de couloir parce que l'information circule très vite ici dans notre pays de savane. Même son débarquement avec la dernière nomination, avant que ce soit officiel, les gens l'ont reçu presque, ça circulait dans des groupes. Et le nom et certains éléments. Donc du coup, à des moments donnés aussi, ça a été comme ça, le concernant. Donc c'était quelqu'un qui était un peu sur la sellette, je vais dire comme ça. Maintenant, est-ce que c'est sorti, comme disait Bernard Bougma, parce que c'est quelqu'un aussi qui, même depuis Roch Kaboré, a dit, vous vous rappelez, il dit beaucoup de choses sans langue de bois. Allez dire, sous Damiba, allez dire. Donc, c'est quelqu'un qui a assumé ses propos. Moi, quand on parle quand on parle de lui, moi, je me rappelle aussi d'autres moments. C'est des gens qui ont eu un engagement pour faire échec à un coup d'État. Et ça, sans frémir. Avec beaucoup d'autres hommes, mais il a aussi joué son rôle. Et puis notre gendarmerie, sous son majesté, elle a été très républicaine aussi. Et puis bon, quoi qu'on dise, c'est des décisions qui viennent d'un chef d'État qui réorganise ses troupes, parce que en la matière, et parce qu'on est dans une transition et que cela va avec toutes les fragilités possibles, je pense que vous allez avec des hommes en qui vous avez confiance. Et ça, on ne peut pas lui en faire le procès. Qu'il s'entoure de personnes en qui il a confiance, qu'il mette à des endroits stratégiques des personnes qu'il sait être, pas acquis à sa cause, mais qui sait partager sa vision, qu'il sait partager son process pour aller à la victoire. Est-ce que cela signifiera pour la gendarmerie peut-être très bientôt un genre de, comment dire cela, de remodelage? Ça peut arriver, on a vu avec la police aujourd'hui. La police qui a quitté un peu je ne vais pas dire sa zone de confort, mais c'est presque ça, pour se retrouver utilisée autrement dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce que, même si la gendarmerie à l'intérieur, on a des spécificités qui sont déjà qui sont au fond, est-ce qu'ils ne vont pas repenser encore le modèle de notre gendarmerie? Ou bien, comme le disait Bernard, dans la non-affirmation ni dans la non-négation, est-ce qu'on ne verra pas aussi encore qu'à se faire phagocyter, quand on sait aussi que ce n'est pas partout la gendarmerie ici, si vous voulez compter de par le monde, ceux qui utilisent cela ne sont pas nombreux. Donc, il y a tout ça. Maintenant, quelles peuvent être les conséquences aussi de vouloir tenter un changement de ce type-là? Ça aussi, c'est des éléments pour moi à lier. Mais évidemment, si vous voulez y aller, vous allez mettre quelqu'un qui épouse déjà votre vision sur ce que vous voulez faire du corps en lui-même. Et peut-être c'est en cela que participent les changements qui viennent donc d'être opérés. D'accord. Alors, juge Bougma, finalement, c'est le lieutenant-colonel Kouagri Natama qui est porté à la tête de l'état-major général de la gendarmerie. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'homme? Savoir un peu plus, c'est savoir que les gendarmes. Voilà, qui a aussi commandé plusieurs brigades hors de Ouagadougou, qui a mené aussi des missions pour le compte des Nations Unies, et donc qui a aussi mené l'escadron à Ouagadougou. C'est ce qu'on sait de lui, de façon résumée. Voilà, de façon résumée. Le reste là, c'est à l'épreuve du terrain. C'est-à-dire que la vérité, c'est qu'il est nommé sans avoir aussi la popularité qu'avait déjà Evrard Somda, qui avait été révélée à travers son unité l'USIGN. Et aussi en 2015, quand il fallait croiser le fer contre les éléments de l'ex-RSP du coup d'État, mais aussi pour la sécurisation du processus électoral qui nous a fait mettre fin à la transition de 2015. Donc,
Evrard a été projeté ou propulsé sous le feu des projecteurs à travers cela, mais aussi à travers le bien que des éléments de la gendarmerie disaient de lui. Alors, celui qui le remplace, c'est un gendarme bontin qui a gravi les échelons pour arriver là où il est arrivé. Je dis, on le découvre. Ce qu'on attend maintenant, c'est comment est-ce que... Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il a fait Kaya. Il a fait Kaya, il a quitté Kaya en février 2022. C'est quelques jours après le renversement du président Kaboré. Le capitaine a quitté Kaya, venir faire le coup d'État du 24 janvier 2022 et repartir à Kaya et revenir lui-même récupérer le pouvoir. Alors, est-ce qu'il se connaissait très bien déjà là-bas? Ou bien c'est un gendarme qui découvre comme ça, mais dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, c'est clair que les éléments des forces de défense et de sécurité qui sont déployés dans les zones à fort défi sécuritaire, naturellement, se connaissent et se parlent. Parce que décembre 2021 à février 2022, il n'a même pas duré. Décembre 2021 à février 2022, il a été commandant de la première région militaire, donc de gendarmerie, de Kaya. Donc, quand on sait que il y avait eu un changement de dispositif dans cette zone lié aux attaques comme on appelle ça, de Inata. Donc, alors qu'il avait même déjà été là-bas, à Kaya encore, mais là, il était à la brigade départementale, le groupement de gendarmerie départementale. Donc, ce qui est différent de la première région, parce que la région est au-dessus du département. Donc, ici, c'est ce qu'on sait. Alors, c'est sûr que, même si c'est de décembre à février, bon, comme il était commandant de la région militaire, et avec un capitaine également qui commandait l'artillerie là-bas, c'est sûr qu'ils se sont parlé, ils se connaissent. Peut-être pas en profondeur, mais peut-être l'un ou l'autre a déjà vu l'autre aussi à l'œuvre. Voilà. Est-ce que c'est de là qu'il y a un lien qui a été tissé, ou bien c'est beaucoup plus la compétence qui a prévalu? Je ne sais pas. Mais quand vous regardez également son CV, c'est différent aussi du profil de certains autres gendarmes qui sont passés par le truchement du PMK, le Prytanée militaire de Kadiogo, et qui après vous faites le choix entre aller soit à l'armée, dans l'armée régulière ou au niveau des sapeurs-pompiers, ou bien vous partez à la gendarmerie nationale. Les Evrards sont passés par le PMK et bien d'autres. Mais lui n'est pas passé par le PMK. Donc, il y a aussi ces réalités de choix. Le capitaine lui-même n'est pas passé par le PMK. Et vous savez qu'au niveau de l'armée du Burkina, au niveau des forces de défense et de sécurité, même c'est tout qui fait débat. Parce qu'il y en a qui pensent que vous n'avez pas fait le cursus normal pour arriver à être militaire. Il y a d'autres qu'on appelle policiers ou gendarmes sac au dos, promotion sac au dos, parce que c'est des gens qui ne sont pas passés par comment on appelle ça, le circuit normal, c'est-à-dire un gros diplôme, pour rentrer, pour commencer avec un premier diplôme. Comme par exemple, vous commencez avant, il y avait les agents de police, assistants, jusqu'à ce que vous montez pour avoir le grade de commissaire et tous ces messieurs-là qu'on appelait Sakodo. Mais il y en a qui sont rentrés avec un gros diplôme à partir de la maîtrise ou de la licence ou du baccalauréat. Donc, bon, c'est dit, entre les corps, ils se disent ça. Donc, lui, quand on regarde, on dit qu'il a commencé, comme on appelle ça, en 90. Voilà, il a été, incorporé en octobre 89 au sein des Forces armées nationales et titularisé élève gendarme pour le compte de la 23e promotion où il passe successivement les grades de gendarme de 90, maréchal de logis, maréchal de logis-chef et ainsi de suite. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a gravi les échelons pour arriver là où il est arrivé. Donc il faut le reconnaître, un mérite de courage, un mérite d'apprentissage, parce qu'il a fait également d'autres diplômes dans des domaines qui n'ont pas forcément à voir avec, comme on appelle ça, dans d'autres domaines. Donc là, voilà. Donc il faut lui reconnaître un parcours d'apprentissage et un parcours aussi du combattant, quoi. Donc je pense qu'il y a un mérite de mon point de vue quand je regarde le parcours. C'est vraiment résumé. C'est un parcours qui est résumé, mais ce n'est pas l'expérience terrain qui le manque, parce qu'à Ouagadougou il a conduit aussi des éléments. C'est pas l'expérience terrain de mon point de vue qui manque.
D'accord. Alors, juge Bara, on a vu que les images n'ont pas beaucoup circulé concernant le lieutenant-colonel Kwagli Natama, qui est désormais à la tête de l'état-major de la gendarmerie. On a tout de suite vu également le portrait qui a été un peu fait par Bernard Bougma. Finalement, on se rend compte que c'est un monsieur qui n'a pas fait les écoles de guerre françaises comme on a vu avec certains. Qu'est-ce que vous pensez de l'homme? Bon, avoir fait des écoles de guerre françaises, moi, c'est pas un déterminant. Ce n'est pas un déterminant, ce n'est pas forcément un moule. Il y a une guerre à faire avec comment dire cela, avec les compétences qu'on a. Donc, et quand on voit son parcours, Bernard l'a si bien résumé, c'est quelqu'un qui a gravi les échelons. Maintenant, quand on regarde à chaque fois aussi dans les CV, c'est comparer un peu et puis voir la possibilité du rapprochement ou la possibilité de la rencontre avec le capitaine président Ibrahim Traoré. Il a fait Kaya, mais c'est vrai qu'il était à Kaya aussi avant, c'était quoi, 2012-2013, où il a un peu plus duré, je pense qu'il a fait un peu plus d'1 an, parce qu'il était arrivé en janvier 2012, mais pour la dernière fois là, il n'a vraiment pas duré. Donc vous vous demandez peut-être le rapprochement s'il y a eu lieu, c'était quand, mais vous savez, il n'y a pas besoin, quand on porte la même tenue, souvent c'est pas les occasions qui manquent. Mais quand vous regardez le profil, le capitaine Ibrahim Traoré qui le connaissait, c'était un illustre inconnu. C'est comme ça qu'il est venu sur la scène, à la faveur du coup d'État assumé, où il y a un discours qui est fait, il y a une prise de parole, il est assis juste à côté. Quand vous regardez la plupart des gars du MPSR, c'est un peu ça aussi. Pour ceux qui sont des visages, bon, je ne vais pas dire des visages connus, mais visages présentés. Le porte-parole, on le connaissez où? Et lui aussi, quand il est sorti, pour une première fois, la deuxième fois, c'est récemment. Sinon, tout le reste du temps, il était taiseux. Donc, c'est des gens qui sont très souvent aussi très, très, très en arrière. Maintenant, c'est les Burkinabés qui le découvrent. Aujourd'hui, on le découvre tous. Et puis, on est dans une situation où ce à quoi on s'attend, c'est d'inverser la tendance dans cette guerre-là. Pour moi, c'est le principal. Maintenant, le capitaine Ibrahim Traoré, je me dis, on fait la confiance des choix qu'il opère. Mais parce que, si sur le terrain, ça ne donne pas les résultats escomptés, les premiers qui vont en pâtir, c'est encore eux. Ça aussi, il y a les Burkinabés, c'est vrai, mais il y aurait un jugement fort à leur endroit, tout comme aux prédécesseurs, on a dit, sur la question de la crise sécuritaire, vos réponses ne sont pas bonnes. Donc, si les changements portent des fruits, c'est tout le monde qui applaudira. Maintenant, c'est clair que, pour moi, aujourd'hui, il y avait un problème. La récurrence, et je me réfère encore au communiqué du parquet, du tribunal, la récurrence des coups d'État, des tentatives de déstabilisation, mais ça veut dire qu'il y a un problème. Et à chaque fois, ceux qui sont cités, c'est des militaires qui sont, en tout cas à l'intérieur de ces dynamiques. Donc il y a un vrai souci. Donc il y a une volonté aussi de pouvoir évoluer avec des gens à qui on fait confiance. Ça, pas parce que on soupçonne l'autre de tenter quelque chose, mais de se dire qu'à un moment donné, il faut être un peu plus vigilant que ça. Peut-être c'est pour cela que cela participe. Mais ça doit aussi être arrivé à des résultats qu'on doit avoir sur le terrain. Parce que c'est vrai, il y a la confiance qu'on met en des hommes et on les met à la tête d'entités qui pour nous sont stratégiques, mais ce n'est pas seulement pour la conservation de son pouvoir ou bien éviter d'être déstabilisé outre mesure, mais il y a une guerre aussi à mener. Donc il y a le choix qui est fait pour impacter aussi la guerre, et c'est ce qui est beaucoup plus attendu par les Burkinabés. Et vous parlez de résultats attendus. Justement, il n'y a pas que le chef d'état-major de la gendarmerie, il y a aussi le chef de corps du bataillon du matériel et le chef de la division logistique de l'état-major général des armées qui ont également été changés. Nous ne sommes pas des puristes, mais quand vous regardez, on va dire, vous avez l'impression que c'est des magasins, je ne vais pas dire des magasiniers, mais en tout cas ceux qui contrôlent ce qui va sortir, ce qui va entrer en termes d'armement. Mais je vois pourquoi j'ai dit, le choix est stratégique. On fait les coups d'État, les déstabilisations, c'est avec quoi? C'est pas avec des armes. C'est ça la réalité aussi. Quand vous vous rappelez je parlais d'Evra Somda, beaucoup se rappellent aussi de la façon dont il a tenu tête lors du coup d'État de tenter de 2015. Mais c'est avec des armes. Donc, d'une façon ou d'une autre, tant que vous ne maîtrisez pas ça, vous ne pouvez pas dormir tranquille. Et pour le maîtriser, il faut mettre des gens de confiance.
Je crois que c'est ce que cela révèle. Maintenant, pour moi, est-ce que tous ces changements-là, c'est seulement que tirer des leçons, ou bien ça révèle que il y a d'autres, il y a des éléments concrets de suspicion, ou bien d'éléments concrets fondés ou retrouvés sur des personnes qui géraient qui étaient à des postes clés et qui étaient tentés par des velléités de partiser avec ceux qui veulent déstabiliser la transition. C'est d'autres questions. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on pourrait même avoir aussi des implications, parce qu'il y en a beaucoup d'enquêtes qu'on nous dit être en cours, sur des tentatives de déstabilisation, elles sont nombreuses. Peut-être qu'on va avoir maintenant des noms qui vont sortir, puisqu'il y a certains qui ont été peut-être déboulonnés. Est-ce que c'est ce qui va arriver? C'est peut-être les questions qu'on peut être fondées de se poser. Déjà, même que certains qui ont été arrêtés, je pense qu'il y a d'autres qui sont écartés de nos forces armées. Donc, on attend de voir, et peut-être qu'on pourra mieux lire sur toutes les implications de ces changements. Et l'autre question qu'on peut se poser, est-ce que ces différents changements peuvent impacter la cohésion au sein de nos forces armées nationales? Est-ce que c'est le changement qui impacte? Je pense plutôt que c'est parce qu'il y a un impact déjà perçu qu'on fait le changement. Le chef de l'État l'avait dit à l'entretien, il n'y a pas de problème au sein de la cohésion au niveau des forces armées nationales. J'ai dit dans sa même phrase-là, il y avait l'antinomie. On est unis, il n'y a pas de problème. Mais il y a des tentatives de déstabilisation récurrentes dans lesquelles il y a des éléments de nos forces. Vous voyez un peu? Donc, je vais dire, dans le raisonnement même, il y a l'antinomie. Maintenant, peut-être qu'on veut dire, et c'est ce qu'il avait expliqué, c'est des personnes, c'est des individus, on va dire un peu égarés, voilà. Donc, ça ne concerne pas, pour parler un peu comme, c'est pas dans la loi de l'optimum, c'est pas la majeure partie des gens. Donc, ça concerne une minorité qui peut-être, jusqu'à présent, parce qu'il a dit 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, on peut accepter, et il ne soit toujours pas content. Mais jusqu'à maintenant, on ne va pas tolérer. Donc, ça veut dire peut-être que dans les rangs, il savait qu'il y a certains qui étaient frustrés des changements qu'il y a eu et peut-être avaient du mal à l'avaler. Mais il s'est dit, avec le temps, bon, ils vont rentrer dans les rangs parce qu'il y a une guerre à mener. Écoutez, vos privilèges ou quoi que ce soit, c'est fini, il faut accepter. Il y a une guerre à mener, on y va. Vous avez tous la tenue, on y va. Peut-être qu'il a vu que ils ont eu des difficultés à ravaler leur gourme et là, pour lui, ça ne peut plus continuer. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Mais moi, je pense que tous ces changements qui sont quand même majeurs qu'on est en train de voir, c'est difficile de dire que à l'intérieur tout est bon, c'est comme dans le meilleur des mondes. Non. Ça, c'est vraiment difficile à défendre. Mais je comprends le discours du président. Ça, c'est à sa place, tout le monde tiendra aussi le même discours. D'accord. Alors, juge Bougma, il y a eu également d'autres changements. On parle du chef de corps du bataillon du matériel et le chef de la division logistique de l'état-major général des armées ils ont également été changés. Finalement, y a-t-il péril dans la demeure pour parler de la cohésion au sein de nos forces armées nationales? Non, ce n'est pas parce qu'il y a des changements qu'il y a forcément un problème de cohésion au niveau des forces armées nationales. Il peut y avoir des frictions entre quelques personnes. Mais maintenant, comme c'est des entités militaires, et chaque chef a des hommes, donc un désaccord du chef peut sous-tendre en même temps un désaccord de ses hommes vis-à-vis de l'autre. C'est pourquoi souvent c'est difficile de faire la différence entre le chef, ses hommes qui lui sont fidèles, et puis les autres. Donc, maintenant, est-ce que ce qui s'est passé, c'est suffisant pour dire qu'il y a un problème de cohésion dans les rangs? Ça demande également une autre unité de mesure. Sur le simple fait seulement qu'il y ait des gens qui soient débarqués, de mon point de vue, en fait, de débarquer, ça sonne sanction. Et dans notre contexte, ça sonne juste. Sinon, le remplacement, le changement, ce n'est pas un problème, je dis bien. Ce n'est pas un problème. Il y en a d'ailleurs qui, à l'usure du temps, demandent eux-mêmes à quitter et à changer de responsabilité parce qu'ils ne s'estiment plus productifs dans la position où ils sont. Il est arrivé que des gens négocient, même à partir pour dire, bon, franchement, je vais libérer les lieux parce que je ne me sens plus productif. Maintenant, dans ce contexte, les changements sont liés à la situation. Et c'est sûr qu'on aura d'autres changements. Ça, au moins, on aura d'autres changements par la suite. Mais maintenant,
Et j'ai dit bien, est-ce que c'est suffisant pour dire qu'il y a vraiment un problème de cohésion dans les rangs? J'ai dit, il faut effectivement pousser le bouchon loin. Mais une seule personne, si on est dans une entreprise de déstabilisation, une seule personne ne peut pas conduire une telle opération. Ça va demander des hommes, dont de la ressource humaine, matérielle, et naturellement de la ressource financière. Et la ressource humaine va au-delà même des garnisons. Parce qu'il faut des civils pour porter le mouvement, il faut des civils pour légitimer le mouvement, il faut des civils. Donc ça ne va pas rester seulement entre militaires. Et si vous n'avez même pas assez d'hommes, vous ne pouvez pas combattre. Vous ne pouvez pas prendre le contrôle des points stratégiques. Et si ça ne marche pas et que vous devez pouvoir vous réorganiser pour vous défendre, vous faites comment? On a vu quand le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes venaient, le vendredi soir, il nous a été clairement dit à la télé qu'à l'issue d'une assemblée générale du MPSR, Damiba n'a plus la dignité pour gérer le MPSR, donc il a été débarqué. Mais on va changer, mais ça va être un civil ou un militaire qui va venir. Le lendemain, samedi après-midi, les mêmes qui ont dit ça, étant sûrs de lui, avec toute l'assurance du soldat qui nous a été donné à la télé, mais ils étaient obligés, les mêmes militaires là, d'envoyer des SMS aux civils pour dire « Ah, l'affaire là n'est pas pliée. Ah, si vous ne sortez pas pour faire barrage, on est cuit. Ça ne va pas marcher. » Mais c'est le civil qui a fait le reste. Parce que quand les gens sont sortis, ou vous tirez avec des dégâts dans les rangs des civils, ou vous pliez. Le choix était difficile à faire dans l'entourage de Damiba. Il y a des irréductibles qui avaient dit on tire. Il y en a qui ont dit non, ne faites pas ça. Et les autorités morales qui sont rentrées en jeu, c'était pour éviter le bain de sang. Mais ce n'était pas forcément un sang militaire qui allait verser. Donc si vous n'avez pas de relais civils, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que même si ça marche, vous aurez besoin de ces gens-là pour pouvoir vous asseoir. En 2015, le coup d'État a été consommé. Le gouvernement a été dissous. L'Assemblée, le CNT a été dissous. Un organe a été installé et le président a été installé dans l'exercice de fonction. Il a même rencontré des présidents qui sont venus pour la médiation à l'aéroport et par la suite des choses. Quelqu'un est sorti pour dire j'assume. Mais compte tenu de l'opposition farouche des civils, appuyée encore aussi par d'autres militaires, ça n'a pas prospéré. Ça n'a pas prospéré. Donc, ça dit que ce n'est pas seulement comme on appelle ça, du fait comme on appelle ça, des militaires. Mais est-ce qu'il faut dire qu'il y a un problème de cohésion? Parce qu'après, il y a quelques hommes qui peuvent faire balancer tout et les autres également se rallient. Et quand on écoute un peu votre raisonnement, en 2015, on ne faisait pas face à la situation sécuritaire actuelle. Est-ce que ce qui nous unit, notamment la situation sécuritaire avec la lutte contre le terrorisme, ne devrait pas prévaloir au détriment de ses intérêts individuels? Oui, mais justement, vous savez pourquoi c'est difficile? Pour deux raisons. La première raison, c'est comme l'a dit le docteur Ebi Mamadou, le Burkinabé est putschiste dans l'âme. Il y a beaucoup qui ont le putschisme dans l'âme. Donc, ils ne sont même pas contents quand il n'y a pas de coup d'État. La deuxième explication, c'est qu'on a tout politisé. Et c'est ça qui a eu raison de notre sérénité, même en 2015. Une entité de l'armée, le RSP, je ne fais pas la différence entre les éléments du RSP qui ont fait le coup d'État et les autres militaires actuels politisés. Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est les dénominations. Ce sont des militaires qui sont chargés de défendre la nation. Il n'y a pas de différence. Ici, quand vous suivez le mobile qui avait été avancé pour justifier le coup d'État de 2015, les mobiles sont politiques. Exclusion, transmission du pouvoir à une autre entité, fraude électorale à l'horizon. Alors quand on était en train d'essuyer déjà les premières attaques terroristes, pour une entité qui est chargée de la protection des personnalités, elle n'est pas une force de sécurité intérieure. Elle est chargée du renseignement, de désactiver les engins explosifs, mais aussi la protection des institutions et des personnalités de la République. Voilà la mission. Mais elle s'est invitée à redresser des déviations politiques. Ça, c'est une politisation conséquente. C'est la conséquence de la politisation outrancière de notre armée. 2015 est fini. Le président Kaboré a commencé.
Et des militaires encore se sont organisés. Vous savez qu'il y en a qui n'avaient même pas donné 6 mois au président Kaboré. Dans son magistère, il y a eu l'affaire du pont de Nazino. C'est des actions qui ont foiré. Et après, Damiba arrive. Quand Damiba arrive, les motifs c'était qu'il était impuissant face à la sécurité, il y a de la corruption, il y a de la gabégie, oui. Mais Damiba a aussi été débarqué par des militaires. Mais je dis, on a mal à la cohésion parce qu'on a tout politisé. Au lieu de dire, à partir de maintenant, on arrête ces jeux de recommencement, de perpétuel coup d'État, de perpétuel recommencement. Allons à la cohésion, parlons unisson. On dit c'est le chef qui doit donner le là, mais quand le chef même donne le là, il y en a qui disent qu'ils ne veulent pas. La preuve, des éléments du MPSR 1 ont refusé d'être reçus par le capitaine Ibrahim Traoré, qui a demandé à les rencontrer. Ils ne sont pas allés. Ils ont dit, moi je vais aller écouter ce Pitil. Je répète les mots. Ce Pitil, il va aller écouter pour dire quoi? Lui, il se prend pour qui? Je n'irai pas là-bas. De toute façon, il verra dans quelques jours, il verra. C'était clairement dit. Il n'en a pas besoin. Alors que ce sont les éléments du même MPSR. Donc, on a tout politisé, et puis on a le putschisme dans l'âme. À un moment donné, il faut accepter qu'on commet des erreurs, on a commis des erreurs, mais les erreurs du passé doivent nous aider à avancer. Mais ça, ce n'est pas de gagner pour des gens qui sont suffisamment politisés. D'accord. On va terminer avec vous sur le sujet. Joshua, est-ce que la lutte contre le terrorisme ne devrait pas prévaloir au-dessus de ses intérêts individuels? Mais est-ce que ce n'est pas dans l'intérêt de la lutte contre le terrorisme aussi que ces changements se font? Comment mener une action pendant qu'on n'a pas la parfaite maîtrise de toutes les composantes en interne de l'armée? Je pense que ça aussi c'est une question c'est même une tautologie que de dire qu'il doit se rassurer d'abord de ce que les leviers il les est pour dire qu'il va en face de quelqu'un. Maintenant, si il faut être dans un combat dans lequel on est combattu aussi de l'intérieur, ça va être vraiment compliqué. Et donc, ça veut dire qu'il y a, c'est ce que je dis, il y a forcément un problème en interne qu'il faut régler. Il y a des changements qui sont opérés, ça pour moi c'est la question de la confiance. Mais même après, lorsqu'on n'a pas d'éléments probants sur des liens quelconques avec des velléités de déstabilisation ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Il faut bien les ramener à la table et puis les remettre dans la dynamique de l'intérêt commun. Ce n'est pas le fustiger qui sera la solution. Parce que ce qu'on crée, ça reste... Non, mais tolérance zéro, c'est contre qui? C'est ceux qui tentent des déstabilisations. On est d'accord? Maintenant, quand vous faites des changements qui ont des allures punitives ou des allures de soupçon, il faut... Pour moi, lorsqu'il n'y a pas d'éléments avérés contre certaines personnes, il faut les laver. Quand on a fait un communiqué pour dire que tel ou tel ne sont pas concernés par ceci ou cela, pourquoi on l'a fait? On aurait pu laisser l'opinion dire ce qu'elle veut. Donc je veux dire qu'il faut qu'on regarde ensemble dans la même direction, et pour moi ça c'est vraiment très important. C'est normal, quand vous êtes nommé, sachez que vous pouvez débarquer. Maintenant, c'est normal que le président fasse ses choix, mais il doit être rassembleur. Pas comme son premier ministre qui a dit il n'est pas obligé de... Non. Dans cette guerre-là, on est obligé d'aller avec tout le monde. Je pense que c'est comme ça qu'on va impacter. Maintenant, ceux qui sont, comme Bernard dit, des putschistes dans l'âme, qui sont dans l'armée, ça ne peut pas continuer. Il y a une transition qui doit finir. On ne va pas faire coup d'État, donc coup d'État, donc coup d'État, donc coup d'État, et puis espérer qu'on va s'asseoir à Ouagadougou et puis continuer sur des plateaux à faire des débats. Et ce ne sera pas possible. Et la transition est toute trouvée pour aborder le dernier sujet de cette 4e convocation du tribunal de l'actualité. Les forces armées maliennes progressent vers le nord du pays avec une colonne d'une centaine de véhicules en route peut-être pour Kidal. Juge Bougma, la guerre est visiblement en train de reprendre entre les forces armées maliennes et les indépendantistes. Ah oui, puisqu'il y a le choix entre de faire la guerre et imposer à un moment donné la force des choses, ou du moins négocier sur la base des accords qui existaient et décriés, parce qu'à l'accord d'Alger, d'abord des négociations qui ont commencé à Ouagadougou sous l'impulsion de Blaise Compaoré et qui ont été terminées en Algérie après la chute du président Compaoré. Donc
il y a ces outils-là, soit la guerre, soit l'outil de la négociation. Mais je pense que Goïta et ses hommes ont fait le choix de faire la guerre. Donc, naturellement, avant d'ailleurs que cette opération ne soit relancée, Bouquet avait dit que le Mali allait encore entrer dans une série de guerres, parce que Bamako se dit maintenant qu'elle est suffisamment équipée pour parer à toute éventualité, même s'il y a de la défaillance qui a été signalée au niveau du matériel. Il y a eu des crashs ces derniers temps, des groupes électrogènes qui ont pris feu, tout. Bon, bref, ce qui est sûr, cette guerre, ça n'étonne pas. Ça n'étonne pas la relance des hostilités. Voilà, Bamako veut en découdre. Et puis dit il faut organiser les élections quand on aura la sécurité. Bon, les élections ayant été encore reportées une énième fois pour des raisons qui ont été données. Bon, donc c'est pas étonnant qu'il y ait reprise des hostilités, ou du moins c'est même pas reprise. Est-ce que les hostilités étaient totalement finies? Je pense que c'est Bamako qui peut-être n'était pas allé vers le front, parce que s'il faut casser ou déloger du terroriste, Bamako sait où ils sont. Donc, c'est choisi, prendre l'initiative maintenant de sortir de sa zone de confort pour aller sur le front. C'est ce qui manquait. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. D'accord. Alors, juste le nord du Mali est actuellement dans une situation explosive. Est-ce qu'il faut en conclure que les accords d'Alger sont en train de voler en éclats? Non, c'est clair que c'est en train de voler en éclats, puisque depuis août, ça se tire déjà dessus. Et puis, selon certaines informations, même hier mercredi, je pense que ça a déjà aussi commencé. Est-ce que c'est vrai? Mais quand on voit la colonne qui est en train de partir vers Kidal, qui est partie de Gao, je pense que l'enjeu il est clair, et puis les intentions sont très affirmées. Maintenant, c'est comme un jeu aussi à quitte au double. Parce que quand vous regardez Kidal, c'est un symbole pour ces séparatistes-là. C'est pas aujourd'hui, c'est depuis 1960. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et l'armée malienne a déjà aussi essuyé des échecs. 2012-2014 sur Kidal. Mais il faut recontextualiser, c'est qu'en son temps aussi, l'armée malienne, c'était pas plus de 12 000 hommes selon certaines informations. Aujourd'hui, ils excèdent les 40 000. Et forcément aussi avec le rapprochement avec la Russie, il y a de l'armement qui a été acquis. Et donc, c'est une armée différente. Mais c'est aussi des militaires au pouvoir qui ont envie d'affirmer quelque chose, qu'ils sont prêts. Et que si les rebelles ne se tiennent pas à carreau, ça risque d'être compliqué pour eux. Parce que, n'oublions pas la question de l'Azawad, c'est une revendication vieille. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut enlever aux séparatistes. Mais est-ce que c'est quelque chose avec lequel des États qui sont constitués peuvent composer? Ça devient compliqué. On a vu avec la question du survol de l'espace par un avion de l'armée malienne, ça a été commenté comme le survol d'un espace aérien particulier d'un autre pays, avec des invectives et tout. Mais Kidal, c'est dans le Mali. Maintenant, est-ce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ont dit c'est les Français qui nous empêchent à faire la guerre, peuvent s'asseoir et regarder tout ça là se faire sans paraître moins crédible? Parce que celui qui vous freinait est parti. Ça devient un autre enjeu. Et donc ils ont décidé de partir sur Kidal. Mais n'oublions pas que c'est pas une guerre de reconquête. Bon, je pense qu'il y a aussi le fond, c'est qu'il y a l'affaire de la MINUSMA, dont les camps doivent être rétrocédés à l'armée malienne quand ils partent. Je pense que Ber, ça s'est fait mi-août. Et Tessali, ils estiment aussi que ça doit être fait, comme il y a une autre zone un peu plus au nord. Mais Kidal, quand vous voyez aussi, c'est très stratégique, pas loin de la frontière algérienne. Mais c'est un point stratégique. Et puis c'est plein de symboles pour ces Touaregs-là qui se sont ligués, qui sont organisés au sein d'un groupement. Donc, s'ils arrivent à vraiment prendre possession de ces camps-là, parce qu'ils estiment qu'à partir du moment où la MINUSMA part, c'est eux qui doivent le contrôler, c'est un message fort. Mais n'oublions pas aussi que les Touaregs disent que si la MINUSMA part, ce sont des camps qu'ils doivent contrôler. Voilà le problème. Donc du coup,
Je pense que ce sont sur ces points névralgiques-là que s'il y a échange de contrôle, c'est là que ça va se faire. Maintenant, quand vous finissez d'allumer aussi un pareil feu, comment vous tenez? Parce qu'il y a une rébellion, mais il y a un terrorisme aussi à côté. Vous voyez que, je dis souvent pour la question du Mali, c'est-à-dire qu'il y a des oppositions qui sont stratifiées. Il y avait les rebelles Touareg avec lesquels il y avait un juste milieu qui a été trouvé avec l'accord d'Alger de 2015, donc ils ne sont pas traités au même titre que les terroristes. Et il y a les terroristes qui sont là. Vous comprenez? Doublement. Donc, il y a une sédimentation de contradictions. L'une qui est totale et dure, et une autre qui est relative et qui tient lieu depuis les années 60 d'une revendication de territoire. Donc, pour le Mali, je veux dire que c'est ça qu'il faut prendre vraiment en compte. Mais il faut dire la vérité aussi, avec les rebelles Touareg, c'est pas facile. Et il y a des militaires qui sont au pouvoir, qui jouent pour moi aussi leur crédibilité, parce que dire que non, ceux qui étaient là nous ont empêchés, mais maintenant voilà l'opportunité d'affirmer quelque chose, et ça on attend de voir ce que ça va donner. Et puis vous voyez les Touaregs qui ont même appelé depuis le Niger, parce que c'est une vaste zone qu'ils veulent revendiquer. Venez nous aider, on va faire un couloir, parce que ça ne va pas marcher ce que l'armée malienne veut faire. Donc il faut voir une intelligence aussi dans, pour moi, l'action terrain, parce que le Niger est concerné par ricochet à ce qui est en train de se passer. Vous suscitez une question, vous parlez de l'appel lancé par les Touaregs du Mali à l'attention de ceux du Niger. Est-ce que ce n'est pas dans ce cas de figure que l'AES devait entrer? Bon, maintenant, là, l'AES, il y a le Burkina dedans. Hein. Maintenant, est-ce que nous, on est capable d'aller envoyer des hommes comme on a décidé à l'Assemblée nationale, les positionner au Niger, en envoyer au Mali, sur le front Thessalite et autres. Et puis, sûrement que si c'est chaud, ils vont ouvrir un front, peut-être au Niger, parce que c'est toujours les mêmes revendications territoriales et tout. Est-ce que ça sera possible? Ça aussi, c'est une autre question. La charte instituant l'Alliance des États du Sahel dit que nous avons un devoir d'assistance. Lorsque la souveraineté, non, des pays là c'est la question. Vous savez, on intervient selon les moyens qu'on a. On a une guerre qu'on doit mener aussi au Burkina. Moi, je pense que c'est un élément qu'on ne doit pas perdre de vue. Et la question, si on s'engage, par exemple, dans un combat avec les Touaregs, qui ne sont pas forcément vus comme des terroristes, est-ce que ça ne va pas être un problème? Maintenant, si les Maliens estiment que ceux avec lesquels ils ont signé les accords d'Alger là sont maintenant des terroristes, ça aussi c'est un autre élément. D'accord, on va rapidement clore avec le sujet. Juge Bougou, on a tout de même l'impression que Kidal, qui était considéré comme une forteresse imprenable, compte beaucoup pour le pouvoir malien d'Assimi Goïta. Oui, mais puisque c'est tout un symbole. C'est tout un symbole parce que c'est la réserve, hein, pour ne pas dire le repère des groupes armés Kidal. Et donc il y a eu aussi une localité frontalière avec l'Algérie. Et Kidal, jusqu'à présent aussi, les autorités n'ont pas officiellement annoncé que l'armée malienne est rentrée là-bas, qu'il y a progression, voilà. Et effectivement, il y a la colonne, mais est-ce que réellement c'est pour aller rentrer à Kidal ou c'est pour une autre localité, je ne sais pas. Mais Kidal, c'est une localité symbole. Premièrement, j'ai dit, c'est un repère des groupes armés, donc des bandes armées du Mali. C'est aussi à la frontière algérienne. Et prendre Kidal aussi, c'est exposer l'Algérie parce que en même temps, c'est par là que l'Algérie tient en respect des terroristes qui voudraient également taper l'Algérie, parce que ça permet à ces gens-là d'aller se ravitailler sans déranger l'Algérie. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Donc si Bamako contrôle Kidal, ces mêmes groupes armés là vont chercher de nouveaux horizons, de nouveaux territoires pour aller effectivement continuer ce qu'ils ont à faire. Donc l'enjeu va même au-delà de l'État malien. L'enjeu va au-delà de l'État malien. Mais Kidal constitue un nid, également un repère des groupes armés qui écument effectivement au niveau de la région du Sahel. D'accord. Et qu'en est-il de l'Alliance des États du Sahel dont la charte nous recommande d'avoir un devoir d'assistance dans ce cas de figure? Dans ce cas de figure, on attend, parce que ce qui est annoncé, est-ce que c'est une rébellion ouverte? Parce que d'abord c'était du terrorisme qui était annoncé. Maintenant, est-ce que c'est une rébellion ouverte à des relents
politique ou bien c'est juste des actions terroristes de groupes armés qui continuent de faire leur vie, d'alimenter leur commerce et de faire leur commerce de tout genre ou bien voilà. Maintenant, l'Alliance des États du Sahel venant d'être créée, on attend son opérationnalisation sur ce théâtre-là. Parce qu'au même moment, nous aussi, nous avons besoin d'hommes au front. Le Niger a besoin d'hommes au front. Maintenant, c'est à quel niveau de rapport de force entre les belligérants qu'un pays estime que je vais envoyer des troupes en renfort. Nos troupes qui étaient stationnées au Mali, c'était pour casser de la troupe du CEDEAO. C'est différent de ce qu'on entend de voir. Point final pour cette 4e convocation du tribunal de l'actualité. Merci juge Baha et merci à vous également juge Bougma pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous mesdames et messieurs qui nous avez suivis. Merci aux équipes techniques de réalisation à la télé comme à la radio Watt FM ici au tribunal de l'actualité. La rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.